Comment ça se fait que les ponts qu'on traverse, les stades où l'on crie, les immeubles où l'on vit, comment tout ça tient debout? Eh bien, il y a des forces invisibles, des règles écrites dans un langage presque secret qui veillent sur nous. Aujourd'hui, on va tenter de décoder ensemble le manuel de ce gardien invisible. Et voilà la première pièce du puzzle. Ce symbole, un peu cryptique, il vient d'un document, un manuel ultra technique qui, sans qu'on s'en rende compte, est le gardien silencieux de notre sécurité au quotidien. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Il faut imaginer une sorte de langue commune pour tous les ingénieurs en Europe, un ensemble de règles pour que chaque construction, peu importe le pays, respecte les mêmes standards de sécurité. C'est ça, les eurocodes. Mais comme toute langue, elle a ses dialectes locaux, ses adaptations. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement le dialecte français. Et en voici la preuve officielle. Le document qu'on explore porte ce fameux sceau, norme française. Il s'agit de la norme NFEN 1990 et de son annexe nationale. Pour faire simple, c'est la Bible pour le calcul de n'importe quelle structure en France. Une annexe nationale, qu'est-ce que c'est au juste? C'est assez simple. L'Europe donne les grandes lignes, le cadre général. Et la France, à travers ce document, vient préciser les détails. C'est elle qui dit « Ok, chez nous, avec notre climat, nos sols, voilà les chiffres exacts, les valeurs de sécurité qu'on va utiliser. » Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image, une recette de cuisine. L'eurocode, c'est la recette de base d'un gâteau. La même pour tout le monde en Europe. Et l'annexe nationale, c'est le chef français qui arrive et qui dit « Attendez, ici en France, on va utiliser cette farine-là et pour la cuisson, on va faire comme ça. » On a la même base, mais parfaitement adaptée à la sauce locale. Allez, entrons dans le vif du sujet. L'une des toutes premières questions que ce règlement pose, et c'est absolument fondamental, c'est « Au fait, on construit pour que ça dure combien de temps ?» Et la réponse n'est pas la même pour tout, c'est assez fascinant en fait. Les ingénieurs classifient les structures. Une construction temporaire, pour un événement par exemple, est calculée pour tenir 10 ans. Un bâtiment courant, un pont, là on part sur 50 ans. Et pour les bâtiments dits monumentaux, ceux qui sont faits pour marquer l'histoire, on vise les 100 ans, au minimum. Mais attention, quand on dit 100 ans, ça ne veut pas dire que le bâtiment va s'écrouler au bout de 101 ans. Non, c'est une hypothèse de base pour tous les calculs. C'est ce chiffre qui va tout déterminer. Le choix des matériaux, leur résistance à l'usure, à la corrosion, tout part de là. Alors, comment on s'assure que ça va tenir ces 50 ou 100 ans? Eh bien, les ingénieurs ont un concept clé pour ça, les états limites. C'est simple à comprendre. Ce sont les lignes rouges à ne jamais franchir. La ligne rouge ultime, bien sûr, c'est l'effondrement. Mais il y en a d'autres, comme des fissures qui deviennent trop grandes ou des vibrations qui rendent le bâtiment inconfortable. D'accord, on a des lignes rouges. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour être sûr de rester très loin de ces lignes? C'est là qu'on entre dans le monde un peu secret des coefficients de sécurité. D'abord, il y a le plus facile à calculer, les charges permanentes. C'est tout simplement le poids du bâtiment lui-même. Le béton, l'acier, tout ce qui ne bouge pas. C'est constant, c'est prévisible. Et pourtant, même pour ça, on ne prend absolument aucun risque. La norme française impose de multiplier ce poids par 1,35 dans les calculs. Hop, 35% de marge de sécurité juste au cas où. Pour couvrir les petites imperfections des matériaux ou une petite erreur de dimension, c'est une première ceinture de sécurité. Après le facile vient le plus compliqué, les charges variables. Là, on parle de tout ce qui vit, ce qui bouge, ce qui change, les gens, les meubles, la neige sur le toit, la force du vent. C'est, par définition, beaucoup plus difficile à prévoir. Et donc, logiquement, la marge de sécurité est encore plus grande. Pour ces charges-là, on prend l'effet maximum qu'on peut imaginer et on le multiplie par 1,50. Oui, 50% de marge en plus. C'est comme ça qu'on se protège du inattendu. Bon, on a parlé des poids, mais la vie d'un bâtiment, c'est bien plus complexe. Il interagit constamment avec son environnement. Le règlement doit donc anticiper des scénarios bien plus tordus. Tenez, un exemple parfait de cette rigueur, c'est la gestion de l'eau souterraine. Pour calculer la pression de l'eau sur des fondations, on ne se contente pas de prendre un niveau moyen. Non, on étudie 4 scénarios différents. Ça va du niveau habituel le plus bas jusqu'à la pire inondation prévisible. On prévoit tout. Autre cas, très différent, qui touche cette fois au ressenti, à la psychologie. Imaginez un stade plein à craquer. Tout le monde saute en même temps. Comment fait-on pour que la structure ne se mette pas à vibrer au point de faire peur à tout le monde? La réponse, elle tient en un chiffre, 5 Hz. La norme impose que la fréquence de vibration naturelle de ce genre de structure soit d'au minimum 5 Hz. Pourquoi? Parce qu'en dessous, un être humain ressent trop les vibrations et ça peut créer un sentiment de panique. C'est de la physique appliquée à notre tranquillité d'esprit. Alors, on a vu pas mal de chiffres, de détails techniques, mais si on prend un peu de hauteur, au final, pourquoi est-ce que tout ça est si important? En fait, le document le dit lui-même. Derrière tous ces calculs, il y a 4 objectifs, 4 piliers. La sécurité, évidemment, mais aussi la durée de vie, la fiabilité et la durabilité.
C'est sur ces 4 mots que repose toute la confiance qu'on met dans les endroits où l'on vit. Au final, ce manuel, ce n'est pas juste un truc pour ingénieurs. C'est bien plus que ça. C'est une sorte de contrat social. C'est la preuve, gravée dans le béton et l'acier, qu'il y a une promesse qui nous est faite, celle que notre environnement est conçu pour être sûr. Et ça nous amène à une dernière question, une question pour le futur. Le monde bouge, le climat change, on invente de nouveaux matériaux, la technologie va à une vitesse folle. Alors, à quoi y ressemblera ce guide du gardien invisible dans 20, 30 ou 50 ans? Quelles seront les nouvelles règles à écrire pour que les générations futures soient elles aussi en sécurité?